Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Après les cafés suspendus, les services sociaux lancent maintenant les repas suspendus. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, le département veut faciliter le financement des repas pour les personnes en difficulté, principalement les titulaires du RSA. Et pour ce faire, elle travaille de concert avec des restaurateurs qui souhaitent jouer le jeu, comme les Restos des Colibris. Regardez. Je suis ici présente dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, qui est un moment privilégié pour pouvoir valoriser, mettre en lumière les acteurs et les actions de l'économie sociale et solidaire. Le département accompagne efficacement les structures de solidarité et fait de son mieux pour mettre en place, pour financer les formations et mettre en place différentes formations en direction des bénéficiaires du RSA. On a l'impression que quand on est en Guadeloupe, que tout va bien. Parce que le Guadeloupéen est fier de sa personne et n'ose pas dire que ça ne va pas. Et il va sourire, mais derrière, ça fait mal. Et c'est aller chercher, toucher les gens gentiment sur leurs yeux. Mais venez, on va vous donner un coup de main. Et il y a beaucoup de personnes en situation précaire et je trouve que c'est une excellente initiative. Et déjà, c'est un honneur pour moi que d'en être le parrain de cette opération, parce qu'il est important que d'aider les autres, que d'aller vers les autres, de leur tendre la main. Depuis la Covid-19, il y a eu beaucoup plus de bénéficiaires de RSA et le département veut absolument que les bénéficiaires aillent dans le sens de la formation pour pouvoir obtenir un métier durable, pour pouvoir mettre en lumière des actions pour les bénéficiaires du RSA et pour bien tant d'autres. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Les Colibris pour faire la conférence de presse et la présentation d'un nouveau concept novateur sur la Guadeloupe, sur notre archipel, qui est les repas suspendus. Les repas suspendus, c'est de faire la solidarité pour donner un repas à quelqu'un qui est dans le besoin et un besoin passager, mais c'est tout public parce que nous ouvrons pour l'inclusion sociale. Même un salarié qui passe un moment difficile et ou autre peut aussi solliciter ce dispositif de repas suspendus au restaurant Les Colibris. Je trouve que c'est une très belle initiative qui est en adéquation avec la conjoncture actuelle, car avec la Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, non seulement c'est en adéquation avec la conjoncture, mais c'est également en adéquation avec le mois de l'ESS, qui est donc un mois privilégié. Et on se rend maintenant au WTC à Jarry pour le Salon de l'Habitat, un secteur qui se porte bien selon les professionnels. Il tenait d'ailleurs une conférence sur la valorisation immobilière et donnait d'ailleurs des conseils pour l'acquisition. Regardez. Écoutez, aujourd'hui, on est au Salon de l'Habitat et nous sommes à une conférence où nous allons pouvoir exposer, en tout cas dans ma première partie, le déroulement d'une expertise immobilière et également les leviers de valeur ajoutée. Une valeur ajoutée sur un bien, c'est ce qu'il va y avoir de plus et qui va permettre d'augmenter le prix potentiel d'une maison ou de biens. Pour moi, l'habitat se porte bien puisque je suis là, je travaille et ça me plaît, donc je gagne ma vie. Donc l'habitat se porte bien, je pense. Et l'habitat en Guadeloupe se porte bien aujourd'hui. Il y a de nombreuses transactions, l'immobilier se passe très très bien et l'habitat apparemment également en général a l'air de bien se porter en Guadeloupe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on aura une conférence en fait sur la valorisation immobilière
Et donc, à mon niveau, j'interviens sur les différents dispositifs qui peuvent en fait faciliter l'acquisition immobilière. Donc, que ce soit les résidences principales, les résidences secondaires ou même les projets locatifs que peut avoir un porteur de projet. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent qui permettent de faciliter l'acquisition, la réalisation des travaux lorsqu'on a sa résidence principale, lorsqu'on a effectivement des projets immobiliers locatifs, donc on fait de la location meublée ou la location saisonnière. Il y a pas mal de dispositifs qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément à la connaissance de tous, qui permettent de faciliter vraiment l'acquisition donc des biens immobiliers. Se pose une question maintenant, à savoir comment aménager un habitat éco-responsable. Cette réflexion a été initiée par la bibliothèque de Saint-Claude à l'occasion de la Semaine de la Science. Et comme cas pratique, ils ont choisi la maison de Christian Anténor à Bazac, qui est savamment pensée et réalisée pour résister aux phénomènes naturels. Une maison solide, certes, naturellement ventilée, mais aussi autonome avec son système de filtration d'eau. Regardez. On a fait plusieurs événements pour le mois du DOC et la thématique c'était l'environnement. Donc on a voulu l'intégrer à la fête de la science qui était la thématique sur le changement climatique. Mais on a vu que le mot peut choquer, qu'il a plusieurs personnes qui ont plusieurs significations à ce mot. Et donc du coup, Monsieur Anténor à Bazac, on a voulu l'inviter parce qu'il a une démarche assez intéressante par rapport à sa maison, qu'il a voulu éco-citoyenne, éco-responsable et qui s'adapte en fait au changement, au réchauffement climatique. J'ai présenté ma maison, qui était un petit peu dans le sujet du film, à part la déforestation, qui n'était pas au niveau de ma maison. Mais c'est pour montrer qu'on peut faire des choses. Il est indéniable qu'aujourd'hui, trouver des solutions éco-responsables aux problèmes environnementaux qu'on a en Guadeloupe, mais aussi sur l'échelle de la planète, est important. Après, la raison pour laquelle à Kokota ça a marché, c'est que c'est un très petit endroit. On parle d'un îlet d'1 kilomètre sur 2,5 km. Donc ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. Et je pense que leur mode de vie aussi, il faut en prendre compte, puisqu'aujourd'hui en Guadeloupe, on a une façon de vivre très citadine. Kokota, c'est très rural. À Kokota, quand vous plantez pour vous et pour votre famille. Donc forcément, la façon de gérer des problèmes environnementaux sera différente parce qu'on est à une échelle différente et qu'on est face à un peuple avec des habitudes différentes. Mais oui, je pense qu'il faut quand même faire quelque chose. Le grand problème de la Guadeloupe, c'est l'eau douce. Et on peut revenir au passé avec les moyens modernes que l'on a maintenant et avoir des citernes, des pompes et des systèmes qui permettent d'être un peu autonome en eau en utilisant la pluviométrie que l'on a. Et évidemment un peu de solaire pour faire marcher ces pompes, etc. Donc il y a des moyens de s'affranchir des problèmes de chlordécone dans l'eau et des problèmes de rupture de réseau d'eau. Et ça, c'est une des solutions que je propose. Je n'ai rien contre les piscines ni contre les gros SUV, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des habitats individuels et qui peuvent faire ça. C'est vrai que lorsqu'on habite en immeuble, c'est plus difficile. Mais voilà, donc chacun doit pouvoir trouver une solution à son problème actuel, qui est un problème qui ne va pas être résolu immédiatement. Et en contrebas justement de l'habitation de Christian Anténor à Bazac, il y a donc son jardin créole. Et notez que l'Université des Antilles a inauguré aujourd'hui le sien. Une initiative chapeautée par Pamela Aubertan et grandement saluée par le professeur Henri Joseph. Regardez. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans des périodes de crise multiples. On voit le coût de la vie augmente, vous allez faire vos courses, tout est cher. Votre salaire n'augmente pas, l'énergie augmente, on voit qu'on est dans une période de grande instabilité. Et nous, c'est difficile pour nous en Guadeloupe parce qu'on apporte 80% de notre alimentation. Alors comment faire ? Eh bien tout simplement, commençons à planter. Que les étudiants prennent l'initiative de faire un jardin dans l'enceinte de l'école, moi je dis ça magnifique et je dis bravo à mes filles. Merci. Je suis fier de vous. Voilà. Le jardin créole, c'est une symbolique quelque part. C'est une symbolique. Et puis, voir qu'il y a des étudiants ou des jeunes qui ne connaissent pas, qui ont l'habitude de manger la tomate, mais qui ne connaissent pas l'arbre,
c'est incroyable ça. Ça nous a appris en plus des plantes qu'on ne connaissait pas, des propriétés qu'on ne connaissait pas non plus. Et ça nous a permis aussi de souder le groupe. Donc ça a un côté assez humain où ça nous permet de prendre conscience de la valeur de chacun et de la valeur de nos produits. Sincèrement, avec mes collègues, tous mes collègues, ceux qui n'avaient jamais mis la main dans la terre, qui n'avaient jamais planté quoi que ce soit, ben, il y en a qui vont le faire maintenant, qui vont faire un jardin chez eux. Ce qui est intéressant avec le jardin créole, c'est que c'est un médicament pour notre portefeuille, puisque du coup, on n'achète pas nos fruits et légumes, on les plante. C'est un médicament pour notre santé, puisque plus on mange des produits frais et des produits sortis de la terre, et bien plus on a des vitamines, plus c'est riche en antioxydants et ainsi de suite. Et puis ça nous fait du bien aussi au niveau social, puisque quand on fait ce jardin, les étudiants vous le diront, ils l'ont fait ensemble, on l'a fait en groupe. Donc ça tisse des liens et c'est bon pour la culture, ça nous évite d'être sur les écrans. Donc voilà, pour moi c'est un super médicament. Une très belle initiative qu'on salue, bien évidemment. Et maintenant, je reçois Jocelyne Hachi, présidente du club Soroptimiste. Elle est en compagnie de Mylène Grillon, sa vice-présidente. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous représentez donc ce club service, le Soroptimiste. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter vos activités au sein de ce club ? Je vais d'abord présenter le Soroptimiste, expliquer ce que c'est en quelques mots. Donc, Soroptimiste, ça veut dire sœur pour le meilleur. Donc, en fait, le Soroptimiste, c'est une association, une organisation, une fondation de femmes, c'est au niveau mondial, qui œuvre au service des femmes. Donc, des femmes au service d'autres femmes. Donc, vous êtes dédié exclusivement aux femmes, à la gente féminine. Le club est uniquement composé de femmes. Nous sommes organisés sous forme de clubs. En Guadeloupe, il y a 7 clubs qui comprennent 134 membres. Au niveau national, nous sommes une centaine de clubs pour 2000 membres à peu près. Et au niveau international, puisque le Soroptimiste est un mouvement international, nous sommes 3000 clubs environ, 76 000 membres sur 135 pays. Donc ça montre quand même l'étendue et la force du Soroptimiste. Est-ce qu'on peut dire que les Soroptimistes sont des féministes ? Je ne dirais pas comme ça. Je dirais que le Soroptimiste s'engage, quelquefois, je vous ai parlé tout à l'heure de 135 pays, nous faisons le maximum pour agir, si vous voulez, avec des buts communs. Et l'un des buts, par exemple, je vais en citer 3 ou 4, l'un des buts, c'est justement agir pour l'éducation des femmes. Ensuite, nous faisons aussi des actions et des projets pour l'autonomisation et le leadership des femmes. Nous avons également des actions pour la santé, pour la protection de l'environnement. Et le thème principal pour lequel nous sommes venus aujourd'hui, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Violences qui sont en recrudescence, visiblement. On regarde un peu tous les mois ce nombre de femmes qui sont tuées sous les coups de leurs compagnons. Ça n'arrête pas d'augmenter. Une situation inquiétante quand même. Voilà. Au niveau national, l'an dernier, ça représentait plus de 150 femmes par an, c'est-à-dire une femme tous les 3 jours. Tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon, de son concubin, de son petit ami. Donc en Guadeloupe, c'était 2 femmes, et 2 femmes, c'est 2 femmes de trop. Et donc, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au niveau des fameuses violences que nous voulons dénoncer, il y a effectivement les violences physiques, c'est-à-dire les coups, les blessures, les féminicides dont je viens de parler, mais aussi tout l'aspect psychologique. Donc, faire pression sur les femmes, surveiller ses SMS, surveiller son portable, surveiller son compte bancaire, lui faire comprendre qu'elle ne vaut rien, etc. Et les blessures morales aussi, les violences morales. Donc, physiques, psychologiques, morales, financières. Tout cela, ce sont des violences que nous cherchons à dénoncer à travers les différentes actions que nous allons présenter. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler d'actions que vous avez déjà menées ? Alors, en action déjà menée, on a... La première action dont je peux parler, c'est une action qu'on a menée en juillet dernier au niveau national. C'est une action au niveau national qui a consisté à permettre à des jeunes filles à participer à ce qu'on appelle l'Académie du leadership. Et au niveau de cette académie de leadership qui s'est tenue dans le sud de la France, nous avons une candidate de Guadeloupe qui est en poste en métropole, mais qui a pu participer avec bonheur à cette académie. Ça a duré 7 jours. Et bien dans 7 jours, elle a appris le leadership, à s'imposer par des jeux de rôle, par des comédies, par des mises en situation. Et je crois que quand elle est revenue à son poste à Roubaix, elle est revenue encore plus en état de prendre en main son poste. Donc cette jeune femme va revenir en décembre. Nous allons la recevoir avec plaisir et elle pourra partager avec nous son expérience. Donc, si vous voulez, c'est l'aspect permettre aux femmes d'augmenter leur leadership. Nous avons d'autres actions. Par exemple, au niveau d'autres femmes, nous avons mis en place des bourses. L'an dernier, les années précédentes, des bourses pour aider les femmes, soit créatrices d'entreprises, soit des femmes qui sont en fait de doctorat, par exemple, qui terminent leurs études. Comme action que nous avons fait cette année, nous avons participé à la marche Octobre Rose.
il y a eu beaucoup de marches, nous avons participé à une démarche, nous avons aussi participé à des actions pour la banque alimentaire ou encore pour aider la Ligue contre le cancer. Donc nos actions sont variées et couvrent les 4 secteurs sur lesquels nous travaillons, hein, c'est-à-dire l'éducation, la santé et le leadership des femmes. Ce sont les principaux thèmes. Très bien. Donc, dernière manifestation, c'était sur le leadership des femmes. La prochaine, donc, ce sera par rapport à ces violences faites aux femmes. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'est une action qui est internationale parce que l'ONU a déclaré le 25 novembre Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette action, cette date a été déterminée par l'ONU en 1999 pour symboliser, pour rappeler, si vous voulez, l'assassinat des 3 sœurs Mirabal, ces 3 sœurs opposantes au régime dictatorial de la République dominicaine en 1960. Elles ont été assassinées de par leur position politique contre ce régime-là, le 25 novembre 1960. Donc, pour commémorer cette date, l'ONU a déclaré depuis 1999 que c'était le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un peu long comme intitulé, mais c'est exactement ce que nous voulons mettre en avant, parce que, comme disait Jocelyne, il y a plusieurs violences physiques, morales, intellectuelles et financières. Et donc, nous, Club de Pointe-à-Pitre, nous organisons à partir de vendredi, puisque c'est vendredi 25, 16 jours d'activisme sur nos réseaux sociaux, autant Instagram que Facebook, pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes à ces violences. Donc, c'est un activisme qui va commencer le 25 et qui se termine le 10 décembre. Pourquoi le 10 décembre également? Parce que c'est la journée internationale des droits humains. Pas les droits de l'homme comme en France, mais les droits humains déclarés par l'ONU également. Donc sur ces 16 jours-là, tous les clubs sont optimistes du monde vont oranger le monde, parce que la couleur orange a été définie aussi comme la couleur qui permettrait d'avoir un monde exempt de violence vis-à-vis des femmes. Voilà. Très bien. Alors, justement, sur ces opérations, on voit que donc vous allez procéder à une distribution, notamment pour sensibiliser la population. On regardait tout à l'heure le flyers, c'est écrit read the sign, donc reconnaître les signes d'une relation toxique. Absolument. Donc vous allez beaucoup débattre justement de ces petits éléments qui peuvent passer inaperçus, qui peuvent sembler anodins, mais qui sont révélateurs effectivement de violence. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que les coups et les féminicides. Il y a beaucoup de violences morales qui ne sont pas dénoncées, qui sont vécues comme « oh, c'est pas grave, il m'a dit qu'il m'aime, il me reviendra ». Mais il faut faire très, très, très attention à cette montée de la violence, d'autant que dans le bulletin d'août 2021, le bulletin du Conseil de l'Ordre des médecins, on a constaté que les violences intraconjugales avaient augmenté de 56% pendant le confinement. Pendant le confinement. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, et ici avec beaucoup de psychologues également, mais c'est un fait. En dehors du fait que tous les 3 jours, une femme est tuée par son conjoint, ex-conjoint ou petit ami, il y a aussi ces violences-là dont peu de femmes parlent. Voilà. Vous avez aussi une opération le 3 décembre Pour le 3 décembre. Alors déjà, le 25 décembre, le premier jour, le jour du début, nous allons donc faire... Le 25 novembre. Le 25 novembre, pardon. Vendredi. Vendredi, nous allons faire paraître le visuel que vous avez montré. Nous allons les placer dans les pharmacies, notamment, dans certains établissements publics comme les mairies. Et c'est important parce que ce visuel va servir surtout à faire connaître et populariser les numéros d'appel, les numéros d'urgence qu'il faut connaître et que toute femme en détresse et en difficulté doit pouvoir utiliser. Donc on a le 17 à l'écran, le 17, c'est un appel d'urgence, le 3919 qui est un numéro d'écoute. Donc les femmes peuvent téléphoner à ce numéro, elles auront de l'écoute et surtout elles auront des renseignements sur les dispositifs à utiliser pour se sortir d'un cas douloureux, d'un cas de violence. Et enfin le 114 qui permet d'envoyer des SMS d'urgence.
Ce que je dois dire, c'est que donc ce sera distribué effectivement, mis en place dans les pharmacies. Donc les femmes pourront, les femmes et les hommes aussi, parce qu'il y a des hommes battus aussi, pourront en récupérer. Et ensuite, effectivement, le 3 décembre, puisque vous avez parlé du 3 décembre, nous allons faire une opération de distribution plus active au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre, puisque nous allons utiliser les tuk-tuk qui seront décorés, orangés avec des ballons, etc., pour distribuer ces tracts tout au long de la ville. On va faire un circuit dans la ville pour distribuer, peut-être s'arrêter pour discuter avec certaines femmes sur l'importance de porter plainte lorsqu'elles reçoivent des coups, l'importance de sortir de la maison lorsqu'il y a des difficultés et d'utiliser les fameux numéros qu'on veut populariser et faire connaître. Donc c'est une action forte que nous allons débuter à partir du 25 et prolonger donc le 3 par cette action. Il faudra peut-être voir pour les années à venir les petits stages d'autodéfense. Pourquoi pas, oui, aussi ce genre exact. d'activité. Il y a d'ailleurs un autre club Sœurs Optimistes de Pointe à Toumo, Nord Grande Terre, qui a fait. C'est vrai que vous avez le club à Toumo. Comment? J'avais oublié. Non, j'avais oublié que vous aviez un club à Toumo. Oui, à Toumo Nord-Basse-Terre. Nord-Basse-Terre. Qui a organisé dans le cadre de ces journées Oranger le Monde un stage d'autodéfense, effectivement. Oui, très bien. Et la troisième action? La troisième action, c'est l'opération cinéma. C'est une opération cinéma, c'est-à-dire présenter un film, en l'occurrence, il s'appelle Terre des Hommes, qui traite du sujet de la place de la femme dans le monde agricole. Ça aussi, pas mal violent, puisque c'est pas... En général, les métiers dits d'hommes... sont très difficilement accessibles pour les femmes, qui sont victimes de discrimination, qui peuvent être aussi compétentes que les hommes, mais sont victimes effectivement de discrimination. Surtout, elles sont maltraitées et doivent passer sous la coupe de certaines habitudes, disons, pour accéder à certains postes. Voilà. Donc c'est ce qu'on va dénoncer à travers ce film. Et donc on présente ce film-là en premier ressort le 6 décembre, au lycée des droits de l'homme. Très bien. D'accord. Pour s'adresser à des jeunes filles et jeunes hommes qu'on doit éduquer également. On doit sensibiliser vraiment très jeune. Voilà, oui, tout à fait. Oui, mais une banalisation un peu de... C'est ça, parce que ça commence très tôt. Ça commence souvent aussi dans les cours d'école. Voilà. Oui, effectivement, je voulais juste ajouter que la violence, elle ne concerne pas, on voit souvent les adultes, mais ça concerne les enfants, depuis tout petit, effectivement, les adolescents, les adultes, même les personnes du troisième âge, et tous les milieux sociaux. Il n'y a pas simplement, on peut penser que c'est des gens mal éduqués, etc. Non, ça peut concerner tous les milieux, tout le monde peut être concerné, d'où la nécessité que tout le monde connaisse ces numéros et les utilise, effectivement, dès qu'il y a un souci. Je voudrais juste ajouter aussi qu'au niveau, depuis quelques années, enfin il me semble, depuis 2 ans au moins, au niveau de la gendarmerie et de la police nationale, il y a une cellule spéciale qui a été mise en place pour faciliter le dépôt des plaintes dans un bureau, si vous voulez, isolé, où la femme n'est pas soumise au regard de tout le monde et peut parler sans crainte. Donc c'est important que les femmes sachent aussi qu'elles peuvent utiliser ce système. Elles peuvent aussi utiliser certaines pharmacies pour alerter, pour demander de l'aide. Donc c'est bon, si vous voulez, nous faisons cette action pour que tous ces outils soient connus des femmes et qu'elles les utilisent. Des femmes et des enfants, parce qu'il y a aussi des enfants maltraités, il y a aussi des enfants en difficulté. Merci beaucoup, Jocelyne Hachi, je le rappelle, présidente du club Sœurs Optimistes de Pointe-à-Pitre. Vous étiez en compagnie de Mylène Grillon, vice-présidente du club Sœurs Optimistes. Oui. Je voulais juste ajouter un point, afin que la population soutienne ce mouvement. Ce serait bien que le 3 décembre, lorsqu'on va distribuer les fameux flyers, que les gens revêtent un symbole rouge, orange. Ça peut être un vêtement, ça peut être un t-shirt, un foulard, des boucles d'oreilles, tout ce qu'on veut pour montrer qu'ils sont solidaires et qu'ils soutiennent la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc l'orange qui a été pour désigné. le monde. Voilà. Pour oranger un petit peu le monde. Voilà. Merci en tout cas pour le travail. Merci de nous avoir reçus. Aux côtés de ces femmes. Et on vous souhaite effectivement de pouvoir bien continuer vos activités. On va reprendre très brièvement. Donc à partir du 25, vous commencez votre sensibilisation. Le 3 décembre prochain, vous serez sur Pointe-à-Pitre avec les tuk-tuk. On salue Enoch qui participe beaucoup à des actions de ce type. On le félicite aussi là-dessus. Et donc le 6 décembre, il y a une projection et un débat justement autour effectivement de ces violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Et maintenant, nous partons à la rencontre des jeunes talents de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre. À l'occasion de la Sainte-Cécile, le centre intercommunal René Philogène de Pointe-Noire accueillait les talents musicaux venus des 4 coins de l'île. Regardez. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour.
Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient. Non, 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 non. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on parle musique toujours et de ce concert de gospel pour venir en aide à la paroisse de Morne-à-l'Eau. Voilà plusieurs années que les croyants de ce territoire n'ont plus de lieu de culte à cause de la vétusté du bâtiment. Ils tentent donc de collecter des fonds pour réaliser les travaux nécessaires. Regardez. Ce concert a été initié par le diocèse de Guadeloupe justement pour venir en aide à la paroisse. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous voyez, une église de Morne-à-l'Eau qui était remplie de personnes, finalement, les gens partent ailleurs parce que nous n'avons pas de lieu pour pouvoir célébrer. Donc il fallait absolument qu'on puisse tenter de réunir les gens dans un premier temps, et puis de profiter pour vendre quelques petits objets pour pouvoir récolter un petit peu de fonds. Au niveau du diocèse, il y a beaucoup de paroisses qui connaissent des difficultés au niveau des bâtiments parce que le patrimoine bâti du diocèse, pour certains locaux, il y a quand même, ça date. Et pour d'autres, ça nécessite, comme vous savez, on est aux Antilles, il y a les intempéries, il y a le sel marin, il y a bien d'autres choses. Mais pour Morne-à-l'Eau, c'est particulier dans la mesure où ça fait déjà 8 ans depuis qu'on attend des travaux importants. Et je salue les efforts de tout un chacun et je profite de saluer les efforts de Monsieur le maire avec son équipe et des citoyennes de Morne-à-l'Eau. Mais en même temps, il y a la chapelle de Blanchette que récemment on l'a fermée pour des raisons de sécurité aussi. Donc c'est une responsabilité, mais en même temps de sécuriser, de fermer, mais c'est une responsabilité également de pouvoir faire ce qu'il faut pour construire, améliorer, rénover nos lieux qui accueillent du public. Les travaux avancent, hein. C'est vrai que les choses prennent du temps, mais vite, comme on dit, vite et bien ne vont pas ensemble. Donc, il faut être patient. Si on veut de bonnes choses, il faut le temps qu'il faut. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.